Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. Comme chaque vendredi, le Grand Débat du Web de Digital Business News avec 4 grandes voix pour parler de 2 thèmes de l'actualité connectée, de l'actualité du web. C'est déjà la 24e édition de cette émission. Vous retrouvez donc de façon hebdomadaire sur Digital Business News, partout où vous le voulez, puisque de toute façon, elle est publiable absolument partout et partageable, mais aussi sur Demain TV, chaîne de la TNT en Ile-de-France et des box partout ailleurs, et depuis peu sur capital.fr qu'on salue. Bienvenue à tous et bienvenue à Clotilde Provost de La Méthode. Salut Clotilde. Salut. Le retour de Clotilde, voilà. En pleine forme, chemise printanière en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. La fraîcheur printanière. L'œil qui brille, tout va bien pour vous. La Méthode, c'est une méthode d'apprentissage, on rappelle, que vous avez mise en place, vous accompagnez des femmes entrepreneurs. À côté de vous, Emmanuel Parodi. Salut Emmanuel. Bonjour. Emmanuel qui a changé de carte de visite un petit peu depuis la dernière fois qu'il est venu. Ouais. Je m'occupe de Mind, c'est une lettre d'information sur l'économie, sur l'économie des médias numériques, c'est-à-dire la publicité, les médias d'information, mais sur le plan des modèles économiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, si je vous dis c'est l'ex-Satellinet, en fait, ça parle beaucoup plus facilement. Ça a changé de nom il y a quelques semaines, quelques mois en fait. Voilà, et on va en faire un groupe de presse plutôt B2B. Vous êtes également secrétaire général du GEST. En face de vous, Éric Dupin, toujours presse Citroën d'Instagram. Bonjour Bertrand, oui, tout à fait. Toujours la montre. Toujours des jolies chemises, toujours la barbe qui est à géométrie variable, en fait, d'émission en émission. Tout va bien. Tout va bien. Et puis Fabrice Epelboin, salut Fabrice. Bonjour. Il se passe un truc dingue avec Yogosha, ça marche bien le bon Ça explose, ça explose. On est carrément dans la phase internationale, on commence à être présent dans 5 pays différents, ça marche très très fort. Le Bug Bounty prend... C'est quoi le Bug Bounty pour ceux qui n'étaient pas là? Le Bug Bounty, c'est faire un deal avec des communautés de hackers white hat. Et les entreprises font des deals du type, si vous trouvez des failles de sécurité, je vous les achète. Voilà, on vous donne de l'argent. On vous donne de l'argent. C'est très, très, très à la mode aux États-Unis depuis maintenant des années. Ça commence en Europe et ça commence en Afrique maintenant avec Yogosha. Il y a 2-3 plateformes qui font ça en France, dont la vôtre, et c'est en train de booster de façon incroyable. Génial, bravo. Merci à tous d'être là. On parle de 2 choses aujourd'hui, 2 sujets. Apple, est-ce l'heure de la crise? Pour Apple, ça semble peut-être être le cas. Et puis, YouTube va-t-il vers un service payant? Et comment, surtout, YouTube va répondre aux attaques qui sont de plus en plus radicales de Netflix, évidemment, sur un certain secteur, mais surtout d'Amazon, qui vient de lancer un service qui est carrément un YouTube-like cette semaine et qui veut, lui, faire du mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Amazon qui pousse son pion pour devenir vraiment une espèce de géant global d'Internet de plus en plus dans tous les secteurs. Apple, est-ce l'heure de la crise? Les ventes d'iPhone ont reculé de 16% sur un an. Quand même pas ça. Les bénéfices ont reculé de plus de 20% sur le dernier trimestre calculé. On a moins 19% pour les iPads sur la dernière session de référence. Et puis le cabinet TrendForce estime que les ventes d'ordinateurs portables ont plongé de plus de 40% sur un an. Ça, c'est les chiffres d'Apple, autant dire que ce n'était pas la joie comme ça sur le papier. Des revenus en baisse pour la première fois depuis 10 ans pour la marque à la pomme. Carl Icahn, qui est un investisseur qui a vendu toutes ses parts il y a quelques semaines en disant... J'ai un peu de mal à croire que ça va bouger puisque le second marché principal d'Apple, qui est la Chine, est en train de se tasser. C'est la crise qui est en train d'arriver sur le marché chinois. Il n'y a pas d'innovation absolument incroyable comme Tim Cook qui est en train de le prévoir, en tout cas, ou de l'annoncer. En tout cas, peut-être qu'il y en a, mais on ne les a pas vus pour l'instant. Pas trop de nouveautés, pas vraiment de baisse de prix malgré les quantités faramineuses qui étaient vendues jusqu'à présent. Bref, est-ce que c'est la crise pour Apple? On commence par Éric Dupin, par exemple. Alors, moi, j'ai un petit peu de mal à mettre le mot crise et le mot Apple dans la même phrase, quand même, parce qu'ils ont de solides réserves. Donc, effectivement, ils accusent le coup pour plusieurs raisons, à mon avis. D'une part, ils ont effectivement une gamme de produits qui ne s'est pas renouvelée depuis très longtemps. Ça fait un bail, là, maintenant. Apple, c'est pratiquement aujourd'hui une compagnie, enfin, je caricature un peu, un produit. Quand on parle d'Apple, on parle beaucoup de l'iPhone et peu du reste, même si, évidemment, il y a toute une gamme derrière. Le lancement de la montre de l'Apple Watch n'a pas convaincu, à tel point qu'il est difficile d'avoir des chiffres de vente. Alors, c'est pas tellement le lancement, c'est plutôt l'Apple Watch elle-même qui n'a pas convaincu. Non, mais l'Apple Watch, elle a bien marché au début, très rapidement, parce qu'il y a eu un effet de buzz. À l'arrivée, tout le monde s'est rendu compte que bon. Mais on voit bien que le bouche à oreille qui fonctionne normalement avec les produits Apple n'a pas fonctionné avec l'Apple Watch, puisque très rapidement le soufflet est retombé. Et du coup, Apple est un petit peu dans une phase intermédiaire où il va falloir trouver de nouveaux produits ou de nouveaux services pour séduire à nouveau la clientèle. Et peut-être se diversifier complètement. Donc, parce qu'aujourd'hui, en fait, en plus, Apple faisait des produits qui correspondaient vraiment à une attente. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'inventaient pas, mais ils faisaient quelque chose
que les autres faisaient, mais qui était mal fait, et eux, ils le faisaient bien. Voilà, c'était en gros le principe d'Apple. Ils n'attendaient pas une proposition du marché, ils proposaient quelque chose, eux, au marché, et le marché, finalement, répondait favorablement à leurs produits. Ils ont un peu perdu la recette. Quand même. Voilà, et en fait, aujourd'hui, les produits Apple ça reste très bien, mais ça ne fait plus rêver comme avant. Et aujourd'hui, les files d'attente pour acheter un nouveau produit, c'est plus chez Apple, c'est chez Tesla. Donc, absolument. Alors, justement, c'est une bonne transition, parce que Steve Jobs, qui était absolument l'être suprême de la high-tech mondiale, qui avait un charisme absolument dingue, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, a été remplacé par Elon Musk, de façon très sérieuse. Et Tim Cook, c'est quand même le type qui a le moins de charisme au monde, non ? Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Oui, alors c'est injuste. Disons qu'il y en a un qui est assis sur un tas de dettes et l'autre sur un tas quand même ça n'empêche pas le charisme. On peut avoir des dettes et du charisme. Ça peut aller. Absolument. Alors, bon, après, le critère de charisme en économie, faut s'en méfier. Non, si on prend les chiffres, il y a quand même des choses en demi-teinte. D'abord, on n'a pas peur pour Apple parce que globalement, ils ont de quoi tenir des dizaines d'années. Même, ils peuvent faire des grippins pendant 10 ans et que ça, ils tiendront. C'est vrai. En fait, il y a moins 16% sur les ventes d'iPhone, mais elles sont en progression par rapport à ce que tout le monde attendait. C'est-à-dire que par rapport à l'année de lancement, etc. L'autre aspect, c'est les services. Il ne faut jamais oublier, une partie grandissante des revenus d'Apple sont les services. iTunes, etc. Plus 20%. Plus 20% et je crois plus 36% sur l'année. Donc, là, on donne des chiffres sur le dernier trimestre. Et sur l'année, c'est plus 36. C'est-à-dire que là par contre, attention, il y a toujours cette mutation d'une boîte qui vend des produits, certes, qui est connue pour ça, mais qui se positionne sur les services et sur le paiement. Les briques de paiement, voilà, ils sont quand même en train de rafler sur le marché des apps pour les applis pour les téléphones mobiles. C'est 15% des installations, ce qui ne paraît pas beaucoup, mais c'est 58% du chiffre d'affaires. 58% de l'ensemble du chiffre d'affaires. Est-ce que ça veut dire que la nouvelle stratégie d'Apple, c'est moins de hardware et plus de services, plus de software finalement? Alors, on ne peut pas dire ça comme ça pour le moment, parce qu'il y en a un qui monte et l'autre qui stabilise. Alors, c'est ça qui met tout le monde en panique, c'est que, bon, il n'y a pas de nouveaux produits, la Chine, ça commence à s'effondrer, et au passage, la Chine a fait interdire iTunes, elle a obligé Apple à fermer précisément ses services. Donc, bon, et au-delà de ça, le marché en ce moment est très tendu. Tout le monde est en train de guetter le moindre signe de glissement de telle ou telle licorne, ce qui fait qu'il y a une disproportion, c'est-à-dire qu'il y a des capitaux flottants qui sont investis en ce moment dans les sociétés de tech. Et dès qu'il y a un peu de mauvaises nouvelles qui laissent penser que le marché est en train de s'effondrer, ça fait des mouvements qui sont disproportionnés si on compare par rapport aux résultats de la société. Apple conserve ses marges. Il vend moins, mais il n'a pas bougé ses marges, qui sont quand même colossales, à comparer avec tous les fabricants de téléphones Android, etc., qui se battent à coup de réduction de prix. Apple conserve ses marges jusqu'à la dernière seconde. Donc Tim Cook, il a peut-être pas de charisme, mais il tient la barre. Vous êtes d'accord avec ça, Clotilde ? Ah oui, complètement. Moi, je crois qu'effectivement, je ne suis pas d'accord avec le mot crise. Alors, c'est peut-être une crise de croissance. C'est une crise dans la croissance. C'est-à-dire que quand on fait encore 10 milliards de bénéfices, moi, je veux bien être en crise. Après, je pense qu'Apple, il y a toujours tout le monde rêve de voir Apple se planter. C'est-à-dire, il y a un côté... Voilà. Donc, ils ont quand même un trésor de guerre monumental. Donc, avec un tel trésor, j'ose espérer qu'ils sauront faire une nouvelle révolution, je pense qu'ils y arriveront. Alors, ce n'est pas tout de suite, forcément, parce qu'il faut le temps de se réinventer et de sortir de l'incrémental. Et après, on ne peut pas dénier aussi qu'Apple a un capital énorme, c'est son capital et sa valeur immatérielle. De la marque, moi, j'ai encore demandé aux enfants, l'autre jour, qui ont entre 12 et 20 ans, si on leur demandait de choisir un téléphone ou un ordinateur, eh bien, ils sortent encore le mot Apple. Donc... oui, mais quand il y a Tim Cook qui promet des innovations incroyables, bref, du amazing pour demain. Franchement, ça fait quand même quelques années qu'on nous sert du amazing alors qu'on a réduit ou augmenté de 2 cm un produit qui existait déjà. Oui. Donc, est-ce qu'on y croit franchement qu'il va nous sortir quelque chose qui sera aussi fort qu'une tablette, aussi fort qu'un iPhone, aussi fort qu'une montre? Il faut qu'il sorte un truc. Il ne faut pas qu'il sorte une nouvelle itération de l'iPhone, parce que l'iPhone 7, on sait déjà à peu près à quoi ça va ressembler. Il va s'acheter, il va se vendre, c'est sûr, ça va être bien. Mais je pense qu'il faut qu'ils aillent, alors c'est effectivement sur les services, et puis sur les services déportés, comme par exemple Apple CarPlay pour l'automobile, des choses comme ça, où en fait ils déportent leur interface sur d'autres supports. Donc ça c'est intéressant, mais il faut qu'ils sortent de nouveaux produits, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sortent peut-être des grippins, peut-être un drone, peut-être des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'Apple s'est lancé dans je fais un peu plus grand, un peu plus petit, tout le monde s'y met, notamment les bagnoles qui se sont mises à faire de la grosse Fiat 500, de la grosse Mini Cooper. Et en fait, Apple a lancé la mode de j'ai rien à proposer, donc je fais plus grand ou plus petit en fait. C'est le monde de la voiture qui fait ça. Fabrice. Ouais, Apple est passé de Steve Jobs, qui était un visionnaire incroyable, à Tim Cook, qui est un gestionnaire. Ouais, et probablement incroyable. C'est un très bon gestionnaire. Les chiffres qu'avançait Emmanuel montrent que, clairement, il fait le boulot. Mais
on n'est pas face à un visionnaire qui va donner le là sur un marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Elon Musk. C'est quand même la typologie même d'Apple, c'est de donner le là sur le marché. Non. C'est la typologie de Steve Jobs, pas d'Apple. Steve Jobs faisait ça chez Pixar, Steve Jobs faisait ça chez Next. C'est Steve Jobs, c'est pas Apple. Et là, ça a Apple été fortement identifié. Tous les succès. Bien sûr, mais Steve Jobs, il est mort depuis déjà un bout de temps. Et on est déjà. Steve Jobs est mort. Et oui, c'est terrible. Et on est dans cette phase de transition où on va arriver sur une énorme capitalisation boursière, la société la plus énorme de la planète, qui va gérer un patrimoine qui a été constitué par le prédécesseur Steve Jobs. Alors qu'Elon Musk, lui, est en train de constituer, certes sur des dettes, mais il est en train de constituer un rêve. Le rêve que hier Steve Jobs portait, aujourd'hui c'est Elon Musk, c'est dans d'autres domaines, le transport, essentiellement le transport, parce que ce soit le spatial, le train ou la voiture, le trip d'Elon Musk en ce moment c'est le transport. Mais si Elon Musk avait eu 30 ans, 40 ans de moins, ça aurait pu être un Steve Jobs qui aurait complètement repensé l'informatique, complètement repensé le cinéma, complètement repensé tout un tas de secteurs d'activité. Apple n'est plus et ne sera plus jamais cette boîte portée par un visionnaire, parce que c'est pas ce qu'on est lié. Ça n'est plus la boîte qui invente des devices très nouveaux depuis au moins 4 ou 5 ans, ça n'est plus non plus la boîte qui fait la pluie et le beau temps sur le marché de la musique aujourd'hui. Puisque Deezer et Spotify ont complètement ringardisé l'offre d'iTunes à tel point qu'on parle. Il y a des rumeurs de fermeture d'iTunes, même si elles ont été démenties par Apple, et qu'Apple vient de lancer Apple Music pour essayer de concurrencer sur le streaming, tout simplement. Donc ils sont vraiment en train de se rechercher, même sur leur base de services, finalement. C'est une boîte qui, aujourd'hui, se gère. C'est plus une boîte qui innove, c'est plus une boîte qui est vraiment en état d'innover. Ils font toujours des produits incroyables. Le dernier MacBook Pro, c'est juste incroyable, absolument incroyable. Déjà, les prédécesseurs étaient bluffants. Ils continuent de faire la Rolls du portable, la Rolls du téléphone. Ils sont dans un créneau haut de gamme qui est maîtrisé de façon impressionnante, mais ils innovent plus. Et il n'y a aucune raison qu'ils puissent innover. Innover, c'est prendre des risques, et on est avec des gestionnaires. C'est pas leur métier de prendre des risques, les gestionnaires. Emmanuel ? Oui, moi je pense que la prochaine étape, c'est ce qui passe derrière ton dos, c'est la banque. Je crois que c'était le bateau. Oui, c'est passé rapidement. C'est la banque, c'est-à-dire le système de paiement. Apple peut être une banque d'ici 10 ans. C'est-à-dire que là, l'histoire du fait qu'il rafle les 3/4 des revenus en matière d'installation d'appli, ça veut dire que la confiance dans l'écosystème Apple est telle que le taux de transformation, comme on dit, est 2, 3, 4 fois, 5 fois supérieur à celui de Google. Après, ils ont un handicap dans la banque, c'est que le gros du marché de la banque de demain, Orange l'a parfaitement compris, c'est l'Afrique, parce qu'on a une population qui est absolument pas bancarisée, et donc il y a des millions, si ce n'est des centaines de millions de comptes en banque à ouvrir auprès d'une population qui pour l'instant n'en dispose pas, et tout est possible. On peut ne pas avoir affaire à une banque, tout est vraiment possible sur ce continent, alors qu'Apple, vu le prix de leurs iPhones, ils ne vont pas pouvoir attaquer ce marché. Mais alors ils maintiennent leur marge grâce à ça. C'est qu'ils ont toujours targeté, ils ont toujours ciblé les pays sur lesquels il y avait les populations qui pouvaient acheter des pays. Rapidement, si Apple miracle sortait l'objet qui tue, ça pourrait ressembler à quoi, Eric ? Vous avez une idée de ce qu'est même le secteur ? Personne n'a la moindre idée de ce que ça pourrait être. On parle de bagnole, on parle de choses comme ça. Moi, j'en ai aucune idée, parce que je me demande si aujourd'hui il y a encore la place pour un produit complètement innovant. C'est vrai. Parce qu'Apple a joué là-dessus. Quand ils ont sorti l'iPhone, il y avait déjà des smartphones qui faisaient Internet, etc. Mais sauf que c'était pourri, ça ne marchait pas. Eux, ils ont fait un truc qui marchait. Pareil avec les tablettes. Il existait déjà des tablettes avant l'iPad, sauf que l'iPad est devenu la tablette. Maintenant, je cherche un produit. Les voitures qui marchent. La voiture qui ne marche pas et qui pourrait l'utiliser. La voiture qui marche, il y en a quelques-unes sur le secteur quand même. Elon Musk, à la base, une Tesla, ça ressemble beaucoup quand même à une Jaguar avec un moteur électrique à l'intérieur. D'un point de vue design, il n'y a pas d'innovation sur Tesla. D'un point de vue technique, oui. La première Tesla était une Lotus. Oui, tout à fait. Ça ressemble vraiment à une voiture de luxe, haut de gamme. Les Maserati ne sont pas très loin en termes de design. Il n'y a pas de bouleversement en termes de design. Si Apple, avec le génie de Steve Jobs, qui doit perdurer quelque part dans Apple, se lancer dans la bagnole, là, effectivement, il pourrait sortir quelque chose qui n'ait rien à voir avec une voiture, mais qui soit une voiture et complètement redéfinir le marché. Avec du design, parce que là, pour le design, mais aussi avec c'est pas Steve Jobs qui faisait le design. Donc, Jonathan Ive est toujours là. C'est Steve Jobs qui a décidé de placer un mec comme Jonathan Ive à une telle position qui est unique dans l'industrie. Jonathan Ive, c'est aussi Steve Jobs, quelque part. Ça peut être aussi du côté des objets connectés. On peut très bien imaginer que Nest, c'est un produit qui aurait pu être inventé par Apple, par exemple. Oui, qui est très, très joli. Bon, on a beaucoup parlé d'Apple. On a un deuxième sujet dans ce grand débat du web qui concerne YouTube. Alors, il se passe pas mal de choses. Il y a une guerre, évidemment, contre YouTube qui est lancée
notamment par Mark Zuckerberg et Facebook, qui fait vraiment des ponts d'or à tous ceux qui veulent mettre des vidéos, mais il n'est pas le seul. Évidemment, Netflix pousse son pion, Netflix commence à devenir vraiment un acteur lourd sur le marché mondial. Amazon continue à pousser son pion sur le marché de la vidéo en lançant Amazon Vidéo Direct ces jours-ci, qui est ni plus ni moins qu'un YouTube-like qui va récompenser, comme le fait YouTube d'ailleurs, tous ceux qui publient des vidéos, avec des tarifs qui ont l'air à peu près équivalents, parfois plus intéressants. Amazon propose donc déjà des vidéos à la demande, avec la production de vidéos aussi, et de la production de films. Ils sont pour le coup dans 3 films qui sont sélectionnés à Cannes. Amazon comme producteur, c'est pas rien. Amazon est vraiment une boîte importante. Et si on parle d'Amazon, c'est pour mieux parler de YouTube qui veut en fait lancer un service payant. Apparemment, ils sont en train de se rapprocher, selon Bloomberg, de tous les grandes chaînes de télé, tous les grands majors, tous les grands opérateurs américains pour essayer de proposer des services payants. Ils le font déjà. Aux États-Unis, ça s'appelle Red. Sans publicité, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez sur YouTube aux États-Unis pour 9,90 € ou 9,90 $ par mois. Mais là, on parle d'un service à 35 $ qui serait vraiment un service qui irait concurrencer directement les offres des câblos opérateurs américains. Est-ce que vous y croyez? On commence par, je ne sais pas, Clotilde, par exemple. C'est le sujet sur lequel j'ai le moins de choses à dire. C'est vrai, c'est Non, moi, je crois que j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça annonce ou ça entérine le fait qu'on a enfin compris, qu'ils ont tous compris et que tout le monde est en train de voir très clair, que la pub n'est pas le modèle économique du web, quoi. Donc, tous ceux qui ont misé sur le gratuit et les systèmes gratuits, voilà. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas non, alors oui en général, et pas sur ce sujet-là. Voilà. Mais, alors justement, pourquoi c'est pas mal joué d'un point de vue diplomatique. Alors pourquoi? Non, mais parce que d'abord, il y a un contexte. Le contexte, c'est la décomposition de l'écosystème de la télévision à la papa. Là, dans les 3 prochaines années, c'est la télé qui est en train de se faire disrupter. Je pense que tout le monde est d'accord. On l'attend. Oui, mais alors on l'attend. Mais entre le fait que des usages sont en train de se construire à côté et le fait que le modèle économique est en train de se déplacer, c'est 2 choses différentes. En gros, qu'est-ce que dit Google depuis 1 an, 2 ans? Il dit, vous voulez toucher les moins de 25 ans ou les moins de 20 ans, bref, les jeunes? Mais c'est sur YouTube. Il dit ça au marché publicitaire. D'accord? Ça, c'est une partie de l'écosystème. L'autre partie, elle est purement financière. C'est Netflix qui avait commencé déjà à attaquer les câblos aux États-Unis. Et c'est pas parce que le service était fabuleusement meilleur, etc. C'est un peu bisounours, même si c'est un argument qui se comprend. C'est juste que être abonné au câble aux États-Unis, c'est 100 $. Netflix arrivait, il dit c'est 10 $. Bon. Le câble a été zigouillé, comme le satellite, aux États-Unis en partie, parce qu'au même moment, il y avait la crise. C'est-à-dire que c'est les premiers postes que les ménages coupaient. Donc, ils sont passés de 100 $ de dépenses à 10 $ pour Netflix. Et là, on est en train d'arriver à une offre. Voilà. La conjonction des deux, c'est ce qu'a dit Leslie Moonves, qui est le boss de CBS, que je connais puisque j'ai été dans cette société pendant longtemps. Il dit, voilà, on a compris que maintenant, les nouvelles générations, elles ne sont pas prêtes à payer pour les chaînes qu'elles ne regardent pas. Il faut savoir qu'en connaît la culture CBS, ils auront résisté jusqu'à la dernière minute. Voilà, mais ça veut dire que maintenant, c'est la guerre du contenu. C'est-à-dire que d'un point de vue d'usage, on a basculé sur le numérique. La publicité, c'est la capacité de ciblage publicitaire qui est maintenant le miroir, qui fait que les investissements publicitaires sont en train de basculer de la télé traditionnelle vers le web. Donc, sur cet argument-là, c'est pas parce que c'est pas... Non, c'est juste qu'il y a une offre YouTube, on paye et il n'y a pas de pub. Et là, c'est pas ça. Ça, c'est la télé classique. On recrée une offre de télévision. C'est une offre à la télévision. 35 $. Donc, en fait, on est entre Netflix et etc. pour 35 $. Mais moi, pour l'instant, j'ai regardé partout. Bien sûr qu'il y aura de la publicité. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu qui laissait entendre qu'il y avait un trade sur la publicité. Donc, c'est bien, on attire le marché de la télé dans un environnement numérique sur lequel on maîtrise totalement les capacités de ciblage. Il y va parce qu'il n'a pas réussi à vivre de son modèle. De départ. Alors après, le YouTube, modèle de départ du bien mort, c'est ça. YouTube n'est pas rentable. Rappelons quand même ça. Enfin, en tout cas, personne ne peut le prouver vraiment parce que les chiffres sont pas découpés de cette manière-là. Enfin, YouTube ne serait pas rentable. Faut toujours le rappeler. Et donc, il faut bouger. C'est ça. Il faut bouger. Donc, c'est bien la mort de ce modèle-là. C'est ce que je voulais dire. Pardon. Donc, on passe à autre chose. Donc, attention, l'enjeu dans cette histoire, c'est quand même la publicité et la capacité de cibler la publicité sur des programmes. On a compris et vous étiez complémentaires dans vos réponses de toute façon. C'est quand même étonnant parce que Google, l'empire Google s'est bâti sur la gratuité financée par la publicité. Et là, on va complètement sur un autre modèle. C'est-à-dire que YouTube a lancé Red, effectivement, 9,90 $ par mois, pour éviter la publicité, donc pour éviter quelque chose qui fait partie de son ADN finalement, et puis va lancer ses chaînes. Alors la question c'est,
est-ce que Google, est-ce que YouTube, parce que la valeur ajoutée d'un Netflix aujourd'hui, c'est la création. C'est la création de séries qui lui sont propres, comme House of Cards, Marseille en France. C'est pas une grosse quand même. Je n'ai même pas de jugement parce que je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Oui, on a très bien parlé de Marseille, ça c'est sûr. Et Orange is the New Black. Donc c'est des séries qui appartiennent à Netflix, et donc c'est une valeur ajoutée. Est-ce que YouTube va partir dans cette direction-là? Est-ce qu'il va y avoir des créations siglées YouTube? Pour l'instant, ils ont des studios YouTube. Qu'ils le fassent pas. Amazon en fait avec The Man in Castle, Netflix en fait. Ce serait quand même étonnant que Google se fasse pas sa petite série. C'est super tentant. Ouais. Tu joues dans la cour des grands à Hollywood. Je vois pas qu'ils ont des studios et qu'ils appuient certaines productions. Alors c'est des productions sur le marché people, féminin, loisirs, jeunes. Voilà. Ils jouent leur pion aussi. Ils vont pas aller sur la production de films pour l'instant. Mais puis l'autre question, c'est est-ce que Google va se différencier en mettant dans ses programmes une couche d'intelligence qu'on connaît chez Google, d'algorithmes, de systèmes de recherche qui vont permettre d'indexer toute la production, etc. Ça, c'est un enjeu, à mon avis, qui est intéressant pour Google. Fabrice, sur ce sujet-là, après on revient vers Emmanuel. Moi, j'ai jamais cru... ça fait 10 ans que je suis persuadé que la télévision linéaire de papa va mourir et que je ne comprends pas pourquoi elle survit aussi longtemps. C'est vrai. Alors, elle s'appauvrit, ceci dit. Moi, j'ai une offre de base sur le câble numéricable. Effectivement, d'année en année, tu sens que c'est de plus en plus pauvre, il y a moins en moins de contenu. Mais il n'y a pas pour autant quelque chose de nouveau qui est apparu dans les usages. En tout cas, il y a Netflix, mais il n'y a pas un engouement pour une autre forme de consommation non linéaire, personnalisée, avec de la sérum. Il y a vraiment moyen. On a les technologies. Le problème, c'est peut-être pas le tuyau ou le prix. Le problème, c'est quel contenu, quand même. Mais les contenus, on les a. On pourrait tout à fait allumer une chaîne de télé dont la programmation serait personnalisée, donc avec un moteur de suggestion, et qui serait adapté aux personnes qui sont face à la télé, qui est facile à identifier. C'est super simple d'un point de vue algorithmique. C'est ce que Netflix essaie de faire d'une certaine façon. C'est ce que Netflix commence à faire. Mais on ne peut pas dire que Netflix ait pris à 60% du marché. Moi, je pense on est encore sur la télévision à papa. YouTube, la question du débat, c'est est-ce que YouTube va devenir une chaîne de télé? Mais YouTube est déjà une chaîne de télé. Et en fait, la question, c'est en fait, la télé, je ne pense pas qu'on puisse réellement opposer le modèle actuel de télévision à papa et le modèle qui est émergent, numérique, etc., TV on demand, etc. Parce qu'en fait, ça fait partie d'un tout. Et en fait, il faut plutôt parler... Moi, on ne parle même plus de chaîne de télé, je crois. Il faut parler de flux, en fait. C'est un petit peu comme sur les flux sur Internet, sur tout ce qu'on reçoit sur Internet. C'est-à-dire qu'il y aura une offre numérique, il y aura YouTube. Il restera quand même la télé dans le salon, parce qu'à mon avis, elle n'est pas tout à fait encore prête à disparaître. Moi, je vois des gamins de 15 ans qui se mettent régulièrement, et pourtant qui passent leur journée sur YouTube, sur Facebook, sur Snapchat, etc., sur Netflix, mais qui de temps en temps se posent devant la télé du salon pour regarder un match, un film, une émission. Donc ça existe, à mon avis, ça va subsister d'une façon différente. Ça va être une agrégation de différents flux qu'on va pouvoir regarder sur différents supports. Mais de facto, une chaîne de télé aujourd'hui parmi les autres, c'est YouTube. Une conclusion rapide d'Emmanuel là-dessus. On a tendance à penser, quand on est du côté du web, qu'1 million de personnes qui regardent un programme vidéo sur un mois, ça a la même valeur ou la même puissance qu'1 million de personnes qui regardent à 18h une émission. Non, mais je comprends le raisonnement et je suis d'accord avec toi sur la durée, mais attention, la puissance émotionnelle, tout ce qu'on veut d'impact de la télé, c'est ça. C'est la capacité à 18h, un match de foot ou ce que tu veux, de rassembler X personnes. Voilà. Alors que le web, c'est un média finalement de marketing direct qui fait qu'il y a une promesse de toucher 1 million de personnes, mais totalement dispersées. Et donc la grande question, c'est de savoir si est-ce qu'on est dans un domaine avec le même type d'impact, la même résonance, etc. Et c'est pour ça qu'au final, c'est quand même la télé linéaire sur son écran de salon peut-être peut mourir, mais en tant que programme linéaire, ça n'est pas gagné. Les premiers tests de la Google TV étaient un échec. Ça n'a jamais été dit. Quand tu dis ça n'a jamais été publié. Le même flux pour des millions de Français. Les premiers tests de la Google TV, c'était exactement ce que tu décrivais. Tout le monde pensait qu'avec un algorithme génial, tout le monde allait se composer la télé. Les tests qui n'ont jamais vraiment été révélés, ils ont analysé sur 1000 mecs dans la Silicon Valley, des geeks. Ils l'utilisaient pourquoi, la fonctionnalité de recherche pas pour se composer des programmes, pour savoir ce qu'avait la télé à ce moment-là. C'est-à-dire que l'usage qui détectait que Google a vu sur les premières générations de Google TV
c'était rien d'autre que des gens qui essayaient de savoir ce qui se passait à 18h, c'est-à-dire complètement déceptif par rapport à ce qu'on imaginait. Alors, peut-être que les nouvelles générations vont changer ça. Mais attention, la linéaire, elle est pas Pour terminer, en fait, le live est en train de devenir la norme, beaucoup la norme sur le web. C'est ça qui est étonnant. Alors, on veut la regarder sur tous les supports. D'un côté, on veut faire disparaître la télévision, et de l'autre côté, le live est en train de devenir la norme sur le web. On en parlera dans une prochaine émission, d'ailleurs. On termine très, très rapidement avec un +1 ou -1, peut-être un seul, celui d'Éric, par exemple. Oui, moi j'ai un +1. Alors c'est un peu l'éditeur de plateforme pour les drones qui parle, mais j'ai vu cette semaine que Periscope lançait une API qui allait permettre de faire du live streaming, de la diffusion d'images filmées par des drones en direct sur Periscope. Je trouve ça très sympa, parce que ça ouvre plein de possibilités. Et on est à nouveau dans le live. Et moi, ça me fascine complètement. Vu ce qui vient de se passer sur Periscope cette semaine, je pense que là, ça va ouvrir des possibilités, c'est sûr. Et qu'on va avoir deux, trois petits scandales cet été. Là, il y a des gens qui vont se retrouver à faire des sextapes sans l'avoir voulu vraiment. C'était le débat la dernière fois. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus participer à cette discussion sur Apple et sur YouTube. Donc Clotilde Provost, Fabrice Epelboin, Emmanuel Parodi et Éric Dupin. C'était le grand débat du web numéro 24. N'hésitez pas à partager le hashtag, évidemment, LGDW. Salut à tous, à la semaine prochaine.